Merci donc à Jean-Célestin Edjanguet, qui est journaliste et auteur du côté de Paris. Elle incarne le renouveau de l'écriture féminine en Afrique francophone subsaharienne. Elle est originaire du Cameroun, de Calixte Beyala, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, est avec nous sur le plateau de Cameroun Feeling et nous sommes heureux de l'accueillir. Calixte Beyala, bienvenue. Merci à vous de me recevoir. Merci à toute l'équipe. Comment allez-vous? Oh, ben, je ne suis pas très matinale, mais j'espère que ma voix n'est pas trop cassée. Car le matin, souvent, j'ai du mal à me faire entendre, tellement ma voix est intérieure. Alors, vous avez décidé d'engager le retour au pays natal. Vous êtes définitivement installé au Cameroun. Vous continuez les allers-retours sur le Cameroun, la France. Ben, écoutez, je n'ai jamais vraiment quitté le Cameroun, puisque à travers mes ouvrages, le Cameroun a toujours été présent. Mon imaginaire est quand même camerounais, même si il y a eu d'autres influences, hein, néanmoins. Mais bon, est-ce qu'un auteur habite-t-il quelque part? On peut écrire de partout. Tout à fait. Donc ça ne change pas grand-chose. Mes enfants ayant grandi, hein, ayant quitté la maison, donc je suis beaucoup plus libre de mes mouvements, d'aller venir, de m'installer plus longtemps au Cameroun, d'aller de temps en temps à Paris, parce que bon, ben, il faut quand même aller payer les impôts, s'occuper de certaines choses. Mon éditeur y est aussi également, qui me demande toujours de republier des bouquins alors que je suis très fatiguée. Hein. Il m'a demandé l'autre jour de lui donner juste une photo et que je ne ferai pas de promotion parce que c'est ce qui me fatigue le plus. Voilà, il me dit, bon, ben, il faudra accepter une séance photo. J'y réfléchis. Peut-être que j'accepterai et je publierai des bouquets dorénavant sans faire de promotion. Alors, vous avez vu le jour à Douala et vous parlez tout à l'heure de l'auteur de son lieu de résidence Newbel aussi, qui est resté vraiment très emblématique. Le quartier Newbel très présent dans votre œuvre littéraire. 17 ans, vous allez en France, vous installez en France pour les raisons d'études, mais Newbel reste très présent. C'est-à-dire que c'est vraiment un quartier de Douala qui vous aura particulièrement marqué. Ben, écoutez, vous savez, un auteur est obsessionnel. Nous avons des obsessions par rapport à des situations déterminées, à des lieux déterminés, par exemple. Quand vous regardez les œuvres d'un auteur, un véritable auteur, je ne parle pas de ceux qui écrivent les week-ends seulement en passant, je parle des écrivains professionnels, vous allez vous apercevoir qu'en fait, nous traitons du même sujet sur 10, 20, 30, 40, 50 ouvrages. Et à chaque fois, c'est différent. Parce qu'effectivement, un auteur est quelqu'un qui est capable de vous raconter le verre d'eau sur 500 pages, sinon il ne l'est pas. Donc quand je parle de Newbel, Newbel est un élément de ma création, de mon imaginaire, et la femme aussi d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que je vais traiter de tous les aspects possibles de Newbel, mais Newbel qui devient universel, puisque même quelqu'un qui habite à New York, qui est un Parisien ou un Genevois, se reconnaît dans ce Newbel-là. C'est ça la force aussi de l'imaginaire, c'est de pouvoir rendre l'élément le plus primaire, le plus subtil, le plus infime, universel. C'est-à-dire qu'à partir de ce Newbel, on touche toutes les caractéristiques de l'humanité, sa souffrance, ses bonheurs, ses cris, ses angoisses, ses satisfactions, ses joies, ses rivalités. Voilà, on touche tous ces éléments-là à travers un petit quartier de Newbel qui pourtant est la misère incarnée, mais qui aussi est la beauté du monde. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'écriture, Calixte Beyala? C'est parti de quoi? Mais écoutez, vous avez beaucoup lu quand vous étiez plus jeune écoutez, j'étais déjà un enfant très renfermé sur moi-même. J'ai appris à parler, je ne savais pas parler, je ne parlais pas. Je réfléchissais beaucoup, j'étais beaucoup plus un enfant en observation. Je passais mon temps, quand je n'étais pas en classe, avec ma grand-mère et aussi totalement isolé sur un toit, à regarder Newbel justement depuis cette toiture. Je grimpais comme ça sur un manguier, je me mettais tout au-dessus et je regardais comment la ville vivait, la ville de Newbel vivait. Et je pense toujours que je suis née aussi, mon écriture est née des contes de ma grand-mère, des contes de cette femme Bassa qui vivait dans la concession avec nous, qui n'avait pas d'enfant. J'étais la petite chouchou, la seule enfant de la maison. Donc j'étais complètement baignée dans ces cultures traditionnelles de narration. Hein. C'est pour ça que j'ai souvent dit qu'un écrivain, comme moi, est un griot qui utilise la plume. Bien sûr que c'est beaucoup plus subtil par la suite, mais il est tout à fait évident que toutes ces influences-là ont fabriqué l'auteur que je suis. Ce n'est pas seulement l'école, la littérature classique. Évidemment, j'ai lu les grands classiques comme
comme les Baudelaire, les Diderot, les Balzac, et j'ai surtout aimé Dostoïevski, hein, j'ai beaucoup aimé la littérature russe, Tolstoï, donc tout ça aussi m'a influencé, mais aussi, il ne faut pas oublier mes prédécesseurs, hein, comme Senghor, Césaire que j'adore. Césaire avec qui vous avez eu une relation presque fusionnelle, c'était vraiment le grand tonton, ouais, c'était un amour fou. Bah oui, parce qu'on a fait. Il disait que j'étais l'héritière même de ce qu'il avait été. C'est-à-dire quand il voyait mes revendications en France, parce qu'il fallait oser le faire, hein, pour les minorités visibles, pour l'égalité, pour l'esclavage. Et il me prenait comme ça par la main et il disait à tout le monde, voilà mon héritière, alors que je ne suis pas antillaise du tout. Et on a fait beaucoup de conférences ensemble. Et c'est un homme charmant qui portait l'Afrique dans ses tripes. Hein. Césaire, il portait vraiment l'Afrique en lui. Et pendant 4-5 heures, il pouvait vous raconter cette Afrique-là avec Senghor. Et c'était absolument... Moi, j'ai vécu des moments passionnants parce que j'ai été à cheval entre deux générations presque, ou 3 générations. Parce que quand je suis arrivée en littérature, très très jeune, il y avait là, bien sûr Senghor, il y avait Césaire, il y avait tout le monde, il y avait les Kourouma, il y avait les Henri Lopez, il y a toujours d'ailleurs, il y avait toute cette ancienne génération, il y avait Ferdinand Yono dont j'adore la littérature, Mongo Betty qui m'a détesté comme c'est pas permis. Qui m'a détesté comme ça m'a permis. D'ailleurs, c'est le seul comme ça. Donc, tous ces auteurs-là, j'étais la petite qui arrivait comme ça et dont la plupart protégeaient énormément. Et ils étaient d'ailleurs fiers de ma carrière. Beaucoup n'ont pas, sauf Mongo Betty. Les autres n'étaient pas jaloux, ils m'ont porté parce que je reconnaissais quand même que je m'adossais à ce qu'ils avaient été. Je ne serais pas ce que je suis si j'avais pas lu Césaire. Je ne serais pas ce que je suis. Voilà. Alors, vous êtes aussi ce qu'on appelle une sorte de hybride culturel. Vous avez beaucoup parlé de votre grand-mère. Vous avez été élevé par votre grand-mère maternelle, parce que vos parents, on peut le dire, ont été séparés. Maman Eton, et puis papa Bazou de l'ouest du Cameroun. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette séparation de vos parents et le fait d'être élevé par la grand-mère? Ça a forcément une influence sur celle que vous êtes devenue aujourd'hui, non? Oui, parce que effectivement, ce que j'ai vécu a été pour moi un drame. Hein. Les gens en parlent sans se rendre compte de ce que vit un enfant quand vous avez des batailles rangées. Parce que c'était ça, des batailles rangées. Quand papa venait chez nous pour me récupérer, c'était des batailles rangées entre sa famille et la famille de ma mère. Ils sortaient les couteaux. Vous imaginez Bazou d'un côté et Ton de l'autre côté. Ils se battaient. Je veux dire que c'était des hurlements et on me demandait d'entrer dans la chambre. Et effectivement, ce sont des situations qui traumatisent un enfant. Et ça, je le dis par rapport aux parents qui peuvent nous écouter, qui peuvent être en discorde ou en désaccord. Je pense qu'il faut préserver les enfants. Ça va faire de moi un enfant presque autiste. C'est-à-dire que je me refermais complètement sur moi-même. Et après, je ne voudrais rien savoir des adultes. Hein, et je veux vivre complètement en moi-même. Parce que pour moi, l'univers va être très violent. Très, très difficile, très violent. J'avais peur. Par exemple, papa c'est un des fondateurs de Nova. Hein, un aristocrate de Bazou. Oui, Jean-Marie Kempchou. Et il avait plein de magasins en plus, là, que ce soit en Cololune, que ce soit au boulevard de la Liberté à Douala. Et quand je passais, parce qu'il m'interpellait à chaque fois, comme ma mère, enfin la famille maternelle était vraiment très violente, je me cachais pour qu'il ne me voie pas. À ce point-là, oui, parce que j'avais peur qu'on me tape dessus ou qu'on me gronde. Voilà ce que c'était ma vie d'enfance. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, « Ah, vous n'êtes qu'une bâtarde. » Mais non, je ne suis pas une bâtarde. Je suis ce que le Cameroun peut faire de très beau, c'est-à-dire un métissage ethnique, en ce moment surtout où il y a cette espèce de vivre ensemble. De vivre ensemble. Je suis le symbole de ce que le Cameroun devait être, d'un mélange à la fois ethnique, culturel et de tolérance. Bon, maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, les gens comme moi ne sont pas forcément les mieux vus, quoi. Alors, on s'intéresse à votre abondante littérature, une vingtaine d'ouvrages. Le tout premier, c'est Le Soleil qui m'a brûlé en 1987, qui va vous révéler. Et puis après, on aura Tu t'appelleras Tanga, Seul le diable le savait, sorti en 90. Le Petit Prince de Belleville, que j'ai lu en 92, j'étais au lycée Général de Cordier-en-B, qui donc a reçu, je crois, un prix, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. C'était, je crois, Maman et un amant.
Oui. En 1993. Oui. On a eu ensuite, je crois, à 16 l'Africaine, prix Tropique, prix François Mauriac de l'Académie française, lettre d'une Africaine, assesseur occidentale aussi, c'était en 95, les honneurs perdus en 96. Alors les honneurs perdus, c'est vraiment, on va dire quoi, le grand prix du roman de l'Académie française en 1996. Là, c'est vraiment, je veux dire que c'est la consécration, recevoir un prix de l'Académie française. Ah bah oui, je suis la première, le premier noir, hein, parce que je vais parler au masculin, à recevoir, enfin même étranger, à recevoir ce prix. Et d'ailleurs, plus personne en 2 siècles l'a reçu en dehors de moi. Hein. C'est le prix le plus prestigieux de France. Moi, j'espérais avoir le Goncourt, mais j'ai été surprise d'avoir ce prix qui ouvre le bal des prix en France et qui m'a valu aussi beaucoup de haine et beaucoup de jalousie. Mais bon, je ne l'avais pas demandé parce que je suis quelqu'un qui ne demande jamais rien, qui ne croit vraiment en rien. Je n'ai pas fait de la littérature pour devenir célèbre, ni pour gagner de l'argent, mais tout cela m'est tombé dessus par hasard. Mais il faut signaler le grand succès quand même de C'est le soleil qui m'a brûlé, qui, dès un premier roman, a été traduit en plus de 30 langues, hein, quand même, et qui a été, dès les premiers mois, enseigné partout dans le monde, dans les universités américaines, partout. Et voilà, donc je ne suis pas quelqu'un qui essaie d'être célèbre. J'ai utilisé l'écriture presque comme une thérapie en réalité. J'avais perdu ma sœur à 16 justement, hein, et que nous étions même père et mère. Hein, c'était mon aînée, elle est morte à 23 ans. D'ailleurs, j'ai plus comme coïncidence, j'ai publié mon premier roman à 23 ans. Donc, effectivement, à partir de là, je n'ai eu de cesse que de m'exprimer à travers quelque chose qui n'était pas en contact avec les autres êtres humains, parce qu'il me faisait peur en réalité. Il faut dire que il me faisait peur, mais ma grand-mère m'avait aussi appris à avoir une certaine hauteur. Parce que quand, malgré la richesse de mon père, ma grand-mère, elle n'était pas riche. Mon père avait récupéré ma petite sœur, ma grande sœur, et elle m'avait donné une espèce de dignité aussi, hein, de cette grandeur dans le temps des femmes bêtilles. Et je me rappelle toujours quand nous vendions des bâtons de manioc, et quand nous Vous avez vendu des bâtons de manioc aussi? Je sais les faire. D'accord. Je sais les fabriquer, je sais les tremper, je sais les décortiquer, puis après les écraser, et puis après les mettre dans des feuilles, et puis les attacher comme ça. Elle me l'a appris ça, je sais le faire très très bien. Et quand nous passions en saison de pluie, il y avait beaucoup de nids de poules. Et quand les riches passaient, ils entraient dans ces nids de poules avec leur voiture, et ils nous éclaboussaient. Et alors ma grand-mère disait, oh, je peux parler en bêtise. Ah. Bo kabat betali jila a ngwana sangjuli ibor ba bene bo kabat bene zizal jom betalbo. En fait, elle disait que c'était des gens qui ne valaient rien, quoi, que c'était des chèvres, donc qu'il ne fallait pas. Et ces paroles prononcées en permanence à l'endroit d'une jeune fille, d'une gamine, va marquer aussi ce que je suis. Hein? C'est-à-dire que quand je vais arriver en Europe, je ne vais pas avoir de complexe en réalité. Ce qui va aussi permettre mon éclosion, puisqu'elle va me donner une force en moi, une dignité qui fera que, bon, ben, jeune fille noire, je vais pouvoir traverser le monde littéraire. Complètement décomplexé. Voilà, avec une écriture on dit que c'est une écriture de rupture, d'engagement aussi. Oui, complètement de rupture, et même dans le comportement. Donc, je veux traverser ce monde-là comme ça. Et ils seront éblouis, même les Blancs, parce qu'ils vont se dire, mais c'est quoi cette gamine? Parce que c'était une gamine. Alors, qu'est-ce qui, à la fin, à votre avis, va justifier le succès de vos œuvres? On dit que vous avez renouvelé les codes esthétiques et les thèmes traditionnels du roman féminin francophone de l'Afrique subsaharienne. C'était quand même un peu, on va dire quoi, osé à cette époque-là, de vous attaquer à ces codes qui étaient déjà établis comme ça. Vous êtes arrivé, vous avez tout bousculé. Oui, apparemment, c'est ce qu'on a dit de moi, que j'ai tout bousculé, que j'ai tout renouvelé, l'écriture, les thématiques abordées. Avant moi, il y avait quelqu'un qui était Mariam Abba, qui avait tout à fait essayé, mais de manière très timide. Donc, je veux complètement franchir ses limites. Avec un brin de provocation aussi. Hein. Je n'en suis pas consciente. Parce que les gens ont toujours parlé de ça, c'est-à-dire que ce que ma grand-mère m'avait inculqué, cette espèce de liberté, c'est ça qui est curieux, que c'est une femme du début du XXe siècle africain qui va m'inculquer la liberté, mon féminisme aussi, que je vais appeler d'ailleurs la féminitude, qui va m'inculquer tout cela et qui va me permettre de transcender un certain nombre de choses, de briser ce plafond de verre qui plane sur la tête des Noirs en France et notamment des femmes. Parce que j'arrive, je suis non seulement très jeune, femme et noire. D'ailleurs, je me souviens toujours de
Rosenthal, Jean Rosenthal, mon éditeur, parce que quand j'avais envoyé mon roman, je l'avais d'abord envoyé sous mon nom de dame, Zonnekind, donc Calixte Zonnekind, et il pensait, quand il me contacte, il pensait que j'étais un homme blanc. Et quand j'arrive, à l'époque, toute menue, chez les éditions Stock, qui était un très grand éditeur français, et on va lui dire, et je vois la secrétaire qui court, quand elle me voit, elle va dans son bureau, et il arrive, il ouvre les grands yeux, il dit, c'est une très jeune fille. Il repart, il crie dans les couloirs, et après il revient et dit, et elle est noire. Calixte Beyala, restez avec nous sur le plateau. On va parler de la jeune génération d'écrivains au Cameroun. On va s'intéresser à Daniel Eyango, qui était face à la presse il y a quelques jours du côté de Douala. L'occasion pour elle de présenter son recueil de poèmes qui est baptisé Le parfum de ma mère et qui revient entre autres sur la relation singulière entre un enfant unique et sa maman. Marie-Gabrielle Feguet nous en dit plus. Combien de portes et de portes et de portes, de mains sitôt fatiguées, je devrais trouver les clés pour enfin échapper là, dans la nuit, échapper au douloureux cri du parfum de ma mère, en pleine, à la peine alourdie. Le parfum de ma mère, nouvel opus de Daniel Eyango, écrivaine, poète et slameuse, 3e prix du concours Afrique Poésie, a été présenté à la presse à Douala. L'auteur a porté sur les fonds baptismaux son recueil de 76 pages, publié aux éditions du Midi à Yaoundé au Cameroun. Le poème primé révèle la relation spéciale et particulière de l'enfant unique et de sa mère. Le lien du sang dans toute sa puissance est si fort qu'il sublime les sentiments douloureux. Le parfum de ma mère évoque plusieurs thèmes. Il y a les thèmes des crimes pédophiles, il y a les thèmes de l'inceste, il y a les thèmes de la guerre, il y a les thèmes du tribalisme, il y a les thèmes de nos martyrs, ceux qui sont morts pour notre indépendance. Il y a le thème aussi du poème dont le recueil porte le titre « Le parfum de ma mère » qui parle de la communion dans la douleur entre mère et enfant. Donc il y a plusieurs thèmes tout aussi divers les uns que les autres. Un recueil de poèmes dont l'écriture a duré 8 ans. Un ouvrage dans la lignée du premier roman de Daniel Eyango, Comme un oiseau en plein vol, dédié à son oncle le défunt artiste Kotobas. La poète tire son inspiration de la nuit, également symbole de toutes les épreuves rencontrées tout au long de son existence. Et sa recommandation est claire. En fait, l'ambiance ici, effectivement, l'ambiance commune à tous les poèmes, c'est la nuit. Mais la nuit, pour moi, évoque toutes ces douleurs secrètes que nous traversons, que nous ne pouvons partager avec personne d'autre. Parfois, ça nous oppresse. Parfois, on pleure seul chez nous. Toutes ces épreuves que nous traversons. Et donc, ici, je me tiens debout dans ma nuit et quand j'écris, je guéris. Et j'aimerais que toute personne qui lit puisse ne pas se sentir seule dans sa souffrance et puisse se tenir debout dans sa souffrance et continuer à sourire malgré sa nuit. Voilà. Au fil des pages, le lecteur découvre que cet ouvrage est illustré par des artistes plasticiens camerounais de renom tels Talimbok. Le recueil de 17 poèmes, Le parfum de ma mère de Daniel Eyango, est disponible dans toutes les stations-service du Cameroun. Voilà, donc bravo à Daniel Eyango et merci à Marie-Gabrielle Feguet. Alors, quel est le regard que vous posez sur la nouvelle génération d'écrivains camerounais, Calixte Beyala? Je pense qu'ils ont beaucoup de talent et qu'il conviendrait de les encourager. Et je trouve par contre qu'ils ne sont pas assez encadrés. Voilà, qu'il manque un peu d'encadrement, qu'il conviendrait par exemple d'avoir des résidences d'écrivains. D'ailleurs, ça fait partie de mes projets. Qu'il conviendrait par exemple de les suivre parce que un écrivain ne peut pas écrire, il peut écrire seul, mais ne peut pas être édité seul. Je veux dire qu'il faut qu'il y ait des vrais éditeurs qui les accompagnent pour qu'ils puissent améliorer leur style et leur imaginaire d'ailleurs. Parce qu'un éditeur est là comme un miroir qui renvoie à l'auteur ses défaillances pour qu'il s'améliore. Or, s'il n'y a pas d'éditeur réel, je ne parle pas de quelqu'un qui est là pour imprimer. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup plus d'imprimeurs que d'éditeurs. Voilà. Je parle de véritables éditeurs. On accompagne le romancier, pas à pas,
pour qu'ils s'améliorent, pour qu'ils deviennent meilleurs. Dans la jeune génération, vous lisez qui, Calix Biala, au Cameroun? J'en ai lu quelques-uns, mais je ne veux pas citer quelqu'un parce que... Aime les Baumes, Blik Bassi, Léonore Amiano non, elle ne fait pas partie des jeunes écrivains, mais il y a des très jeunes là comme Mademoiselle Yango et puis d'autres qui sont effectivement de très très bons auteurs, qui sont des très jeunes auteurs, qui sont le devenir de la littérature camerounaise de demain. Vous êtes optimiste si on met des conditions d'écriture, parce qu'il le faut. On ne peut pas faire des très bons ouvrages si on a faim. On ne peut pas faire des très beaux livres si on n'est pas encadré. On ne peut pas faire des très beaux livres si on est abandonné à soi-même. Or là, il y a quand même encore un problème au niveau des structures mises en place d'accompagnement de la littérature au Cameroun. Et je pense que ça concerne aussi bien la musique et d'autres domaines comme le théâtre. Je veux dire qu'il faudrait amener presque à une professionnalisation de ces œuvres-là, ou de ces gens qui veulent faire ces métiers. Personnellement, je suis un auteur professionnel. Il n'y aurait pas eu ces encadrements autour de moi, je n'aurais pas pu le devenir, parce qu'un auteur, normalement, ça ne fait rien en dehors d'écrire, ça ne se soucie de rien. Parce qu'il y a une équipe qui s'en occupe. Oui, je ne m'occupais pas de savoir si mes enfants étaient inscrits à l'école, est-ce que j'ai payé mon loyer, est-ce que tout un tas de choses dont s'occupe mon éditeur, Albin Michel, tout à fait. Quand j'étais un auteur. Calix Biala, on va parler de vous et de vos rapports avec les réseaux sociaux, autant pour moi, parce que le constat qu'on a fait, on aura des images qui vont défiler tout à l'heure et qui vont certainement te faire réagir. On se rend compte que vous êtes vraiment une cible privilégiée des réseaux sociaux. On s'intéresse beaucoup à ce que vous faites. Il y a des photos qui vont défiler. Ça peut aller on va parler de vos présumés, histoire d'amour. Ça peut de vos relations avec le voisinage. Alors, finalement, est-ce que vous êtes finalement une bonne cliente aussi pour les réseaux sociaux? Comment vous vivez tout cela? Est-ce que vous aimez le buzz ou alors c'est le buzz qui s'invite à vous comme ça? Je n'aime pas le buzz et je pense que ma vie a toujours intéressé les gens. C'est pas seulement les réseaux sociaux. De mon vivant, il y a déjà je ne sais pas combien d'œuvres écrites toute ma vie déjà. Je veux dire que même des auteurs professionnels en France comme Henning, chez Gallimard, ont publié des œuvres sur moi. Il y en a partout des œuvres sur moi, au niveau universitaire. Donc, pourquoi les réseaux sociaux ne s'y intéressent pas? J'aimerais bien qu'on partage quelques photos qu'on a compilées. Il y a des photos de vous avec Longuet, des photos... Je n'ai jamais eu de photos avec Longuet. Il faut savoir que les réseaux sociaux font des montages qui ne correspondent complètement à rien. Ils prennent une de mes photos, ils adjoignent avec la photo d'un homme X ou Y et ils diffusent. Je n'ai jamais fait de photos avec quiconque. Tout ça là, ce sont des montages. Mais comment vous vivez tout cela en fait? Je ne suis pas. Je ne suis pas, je me suis un peu intéressée, mais ça va plus loin que les photos, parce que il y a aussi mes textes, comme j'en ai publié des milliers, chacun, vous pensez que c'est fait au même moment ça? Vous voyez, n'importe quoi. Donc les gens prennent par exemple mes textes, ils font leur commentaires, je ne sais pas sur quoi, et ils disent Calixte Biala nous a répondu. Ben non, je n'ai jamais répondu à personne. Ou voilà la voix de Calixte Biala nous parlant. Ben non, je n'ai jamais parlé à personne. Il y a tellement de textes de moi, de voice de moi, puisque j'ai fait des milliers de conférences sur des sujets variés dans le monde entier. Donc chacun, il va faire son montage. J'ai même eu des problèmes un peu avec Eto, parce qu'il est convaincu que j'ai écrit le livre d'une certaine fille que je ne connais pas, alors que ce n'est pas le cas. C'est tout simplement que... Est-ce qu'il y a une raison à cela, Calix? Pourquoi vous semblez être la cible privilégiée de toutes ces attaques-là? Est-ce que vous ne provoquez pas un peu? Je ne provoque personne, je ne fréquente personne, je ne sors jamais, ils ne m'ont jamais vu, ni dans un restaurant, ni dans un bar, ni dans une boîte de nuit. Je pense que mon personnage fascine l'imaginaire des peuples et effectivement, je ne vieillis peut-être pas au même rythme que des... Et je pense que l'écrivain, en tant que tel, fascine déjà
excite les imaginaires. C'est un métier qui est presque secret. Et tout ce qui est secret suscite beaucoup Alors, il y a d'interrogations. quelques questions de téléspectateurs qu'on va vous proposer. On a reçu énormément de contributions, mais évidemment, on ne va pas poser toutes les questions parce qu'il y en a. Depuis qu'on a posté l'affiche de votre venue sur le plateau sur CRT Web, c'est vraiment la déferlante. On a un message WhatsApp qu'on a reçu de Papi Bikanda qui va s'afficher tout à l'heure. Un message WhatsApp, Papi Bikanda qui est à la porte de Versailles à Paris. Alors, il dit la dernière actualité que les jeunes internautes camerounais ont à votre sujet est celle relative aux jeunes compatriotes Paul Chouta. Il est en détention préventive depuis bientôt 16 mois, dont toujours pas jugé pour une affaire de diffamation contre Mme Biala. En qualité d'aînée, maman et symboliquement pour la rentrée scolaire, c'est un parent. Est-ce qu'elle veut bien retirer sa plainte et l'a suffisamment payé pour puisqu'il est enfermé pour une affaire pour laquelle la peine maximale est de 6 mois? Alors, c'est Papi Bikanda, on a le message qui s'affiche. J'aimerais beaucoup que les Camerounais s'informent avant de parler. D'abord, ce n'est pas une affaire de diffamation, mais de cybercriminalité. Dès l'instant où vous envoyez quelqu'un agresser un autre, que vous faites des montages avec des images, que vous écrivez des textes accompagnant ces images, on sort de la diffamation, on entre dans la cybercriminalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, juste aimer que ces Camerounais qui réagissent aujourd'hui puissent dire, ou ils auraient dû dire à ce jeune homme en amont que j'avais l'âge de sa mère, qui n'avait pas à m'attaquer parce que ça a duré une année. Ce n'est pas une histoire d'une diffamation. Une année pendant laquelle personne ne m'a défendu, où tous les matins, ce jeune homme parlait de ma sexualité, inventait une histoire sur ma sexualité qu'il ne connaissait pas. Il ne m'a jamais vu, il ne me connaît pas, il ne sait pas, il inventait n'importe quoi, bon, je ne dirais pas devant des choses très grossières, et ça les amusait. Ils oublient une chose, c'est que, sans le connaître, je lui avais écrit pour qu'il retire toutes ces diffamations, même ces images montées de toutes pièces, déformées. Il n'a jamais réagi. Donc, j'ai porté plainte, mais j'ai retiré ma plainte. Ah, vous avez retiré votre plainte? Ben oui, on a signé un accord avec son avocat, Maître Sim, qu'il enlevait les images. Nous étions encore à la PJ. Et apparemment, on m'a dit que ça ne servait à rien puisque c'est un problème qui va au niveau du substitut du procureur qui décide de poursuivre ou pas un individu. Et apparemment, il y avait aussi d'autres plaintes. Donc, vous, ce qu'on retient, c'est que vous avez retiré votre plainte à vous. Mais oui, moi, c'était fait. Donc, en fait, s'il reste en prison aujourd'hui, ce n'est plus de... Ben non, ce n'est pas totalement... C'est pas de mon ressort. Je veux dire qu'en matière pénale, c'est du ressort du procureur de la République qui décide de poursuivre quelqu'un ou pas. Par exemple, si vous tuez quelqu'un, nous sommes en pénal. Est-ce que la personne morte vous poursuit? Non. Mais c'est le procureur qui vous poursuit. C'est partout dans le monde pareil. Je ne peux absolument rien faire. Ce que j'ai pu faire, ce jour-là, je me souviens toujours, je lui ai payé à manger, je l'ai grondé, j'ai signé les documents avec Maître Sim et je suis parti. Alors, une autre réaction aussi, celle de Alain Tchakounte, qui est du côté de Douala. Il nous a écrit en nous demandant, alors je lis la question, écrit-elle encore? Si oui, quel est le titre de son dernier roman? Ou alors l'inspiration est finie depuis L'homme qui lui offrait le ciel? Depuis L'homme qui m'offrait le ciel, je pense qu'il n'a pas suivi. Il y a eu un très grand roman qui s'appelle Le Christ selon l'Afrique, qui a été couronné du prix du plus grand roman francophone, du meilleur roman francophone. Prochaine question, Jos Meyou. En fait, je ne sais pas si c'est une question, c'est une réaction sur CRT Web. Calix Biala est la reine incontestée du roman féminin francophone d'Afrique subsaharienne. Écrivaine brillante, talentueuse et auteure à succès, Madame Biala a une notoriété internationale. Voilà donc cette réaction. On a également, je crois, Rostand Seuch, qui revient sur Paul Chouta, je crois,
qu'elle fasse libérer Paul Chouta. Bon, je pense que vous avez répondu à cette question, déjà cette préoccupation. On a Shadrach Mota Kenacha qui écrit « J'ai tellement diffusé les œuvres de cette dame animée des colloques littéraires pendant 25 ans, mais j'avoue avoir beaucoup de tristesse à être témoin de la banalisation dont elle fait l'objet. » C'est Shadrach Mota Kenacha. On peut faire amende honorable, dépasser les rancœurs et rancunes et par-dessus tout faire la paix des braves dans un pays qui en a besoin urgemment, sans orgueil. Ce sont des réactions comme ça. Et puis on a une dernière réaction qu'on va partager avec vous, c'est de Yvon Gassam, c'est un artiste plasticien. Telle mère, telle fille, Calix Biala, je l'ai lu et je faisais la classe de 4e, ça m'a profondément marqué. C'est un mélange de haine et d'amour finalement. Écoutez, en ce moment, je symbolise le Cameroun. Toute personnalité camerounaise aujourd'hui est porteuse de haine et d'amour parce que nous sommes dans un contexte depuis 2018 qui est un contexte très difficile, politique, et on a voulu prendre les écrivains et les artistes en otage. Et je ne suis pas la seule victime de ça. Je pense que toutes les chanteuses, tous les chanteurs, tous les écrivains, tout le monde est victime de quelque chose dont nous ne sommes pas responsables. Parce que les écrivains, les plasticiens ou les chanteurs ne sont pas responsables de la situation politique. Ils ne sont pas des hommes politiques, mais bon, on veut nous prendre en otage, ce qui est dommage. Et je trouve aussi que il faut respecter la liberté des uns des autres. Par exemple, je vais donner un exemple. Johnny Hallyday est un homme de droite, mais tous les Français saluent ses talents de chanteur. Il faudrait que les Camerounais grandissent là-dessus. Un écrivain, un chanteur, un plasticien, peut-être d'un parti ou d'un autre, cela n'enlève rien à son talent, à sa qualité. Nous devons continuer à l'aimer au-delà de tout. Sinon, nous tombons dans ce que nous voulons combattre, nous tombons dans la non-démocratie, dans le non-respect des libertés, dans le non-respect des pensées. Et ça, c'est très dangereux, ce qui est en train de nous arriver. Je vais dire que moi, c'est la première fois que je vis ça au Cameroun. Ceux qui disent vouloir changer le Cameroun sont intolérants. Et ça, là, c'est impensable. Comment voulez-vous que je puisse épouser les pensées des gens qui sont intolérants? Ce qu'il y a, c'est qu'en politique, nous sommes en matière de séduction. Un auteur, un plasticien, un chanteur peut ne pas être de votre avis, mais l'agresser ne change rien, car c'est en le séduisant que vous allez l'attirer à lui. Je vais dire que moi, m'agresser, il n'y a pas que moi qui suis agressé, c'est toutes les personnalités camerounaises aujourd'hui, à travers le monde, qui sont agressées par certains. Et j'espère bien qu'ils reviendront à des sentiments meilleurs, parce que ça ne changera rien. Vous savez ce que je vais vous dire? On pourra dire ce qu'on veut de Calixte Biala, mais l'œuvre parle. Restez avec nous, on va partager d'autres actualités culturelles avec vous et nos téléspectateurs. Alors, le 13 septembre, c'était hier, 13 septembre 1958, il y a 62 ans, le nationaliste camerounais Ruben Omniobé tombait donc dans le maquis. Hein. C'est une page sombre de notre histoire du Cameroun. Avec son 4e album, 1958, l'artiste Blick Bassi donc a décidé de rendre hommage à ce personnage clé de notre histoire, un leader indépendantiste, militant anti-colonial qui reste l'une des figures de pro de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Je vous propose de regarder cet extrait de BBC Actu Jeune où Blick Bassi parle justement de ce projet autour de Ruben Omniobé. Cet album est un hommage à Omniobé. Qui était Omniobé? Omniobé était, pour moi, c'est un personnage clé de l'histoire de cet espace qu'on appelle Cameroun, tout simplement parce que
Moi, je l'ai rencontré de différentes manières. C'est-à-dire, quand j'étais gamin, ma mère a passé 1 an et demi dans la forêt, dormant d'un lieu à un autre, avec mon grand-père fuyant l'armée française qui venait terroriser les gens afin qu'ils disent où se cachaient les maquisards. Et ma mère, son village, elle a grandi entre Sombo et Ngokmapoui, qui sont des villages près de Boumiébé, le village d'Omiobé. Et donc elle m'a raconté cette histoire quand elle était jeune, mais je n'avais pas fait attention, j'étais gamin. Et plus tard, au lycée, j'ai appris dans le livre d'histoire qu'Omiobé était un terroriste. Et donc, je me suis retrouvé à avoir différentes versions d'une histoire de ce personnage. Et ce qui m'a intrigué, et petit à petit, j'ai commencé à faire des recherches pour comprendre qui il était réellement. J'ai découvert quelqu'un d'exceptionnel. D'où est venue l'idée de faire cet album? Donc, je décide de faire cet album parce que je me dis comment est-ce que c'est possible encore qu'aujourd'hui, que nous soyons dans la situation dans laquelle nous sommes. Pour moi, il me paraît de manière claire et certaine que pour régler le problème africain aujourd'hui, c'est à travers la reconnexion vers nos racines. Parce que nous sommes un peuple qui a le cul entre deux chaises. Nous ne sommes plus ce que nous étions réellement avant la colonisation. Et nous nous battons avec toutes nos forces à être des copies de l'Occident, c'est-à-dire des avatars des Occidentaux. Donc, à partir de ce moment-là, tant que nous n'allons pas faire le travail de retour pour aller nous connecter à nos racines, rien ne va marcher. Nous sommes régis par le storytelling. Donc, pour notre storytelling, on a besoin de personnes qui fassent briller et qui inspirent aussi des nouvelles générations, qui leur donnent envie d'aller plus loin, d'être confiants. Et donc, pour moi, il était vraiment, je me sentais presque obligé et urgent d'aller sortir ce personnage pour le mettre en lumière. Donc Blick Bassi, autre actualité également, c'est une actualité triste. Vous avez connu le Kool and the Gang, le groupe musical Kool and the Gang. Je suis sûr que vous allez vous souvenir. Alors c'est Ronald Bell, le cofondateur du groupe musical Kool and the Gang, célèbre pour les tubes à succès Celebration, Jungle Boogie et Ladies Night, qui est mort le 8 septembre dernier à l'âge de 68 ans à son domicile dans les îles Vierges américaines. Donc il a été le cofondateur de ce groupe qui a vendu au total 70 millions d'albums dans le monde entier. Je vous propose de regarder cette vidéo qui rend hommage à ce grand monsieur de la musique qui a fait danser pratiquement Ronald Bell, donc cofondateur de Kool and the Gang, qui nous a quitté la semaine dernière. Calix Béala, le temps passe très vite, on ne se rend pas compte. On va bientôt se quitter. Voilà, donc on va parler un peu de vous sur le plan familial. Vous êtes mère, grand-mère. C'est un côté qu'on ne met pas beaucoup en avant. On parle plus des clashs sur les réseaux sociaux, mais on oublie que vous êtes une mère. Vous avez 2 enfants. J'ai 2 enfants, 4 petits-enfants. On va partager les photos de votre intimité avec nos téléspectateurs dans un instant. Ah bon? Vous êtes fiers de vos enfants, ils sont fiers de vous? Oh bah oui, j'adore, je suis maintenant grand-mère, j'adore mes petits-enfants. Tout va très bien, mais il n'y a pas de clash sur Internet, c'est des clashs entre les gens sur Internet. Sur Internet. Ce n'est pas avec moi. Hein? D'accord. Alors, vos enfants, j'imagine que c'est vraiment une relation... très forte. Fusionnelle avec mon fils et ma fille. Je n'ai que 2 enfants. Et j'ai 4 petits garçons. Edan, qui est l'aîné, qui a 5 ans. Il y a Lucas, qui est le second, qui a 3 ans. Il y a Marc-Emmanuel, qui a 2 ans et qui est le 3e. Et puis récemment, il y a le tout dernier, qui est...
Rubens, comme Muyobé d'ailleurs, Oui. qui a quelques mois, voilà. Vous vivez pleinement votre vie de mère. Alors là, c'est toute la famille réunie. Pas tout encore. Voilà, partie, ça c'est mon premier. Hein. Edan, c'était mon petit premier fils. Hein. Non, là, c'est une petite photo qui s'est glissée. On poursuit avec des photos de famille. Alors, j'imagine que c'est des valeurs aussi, des valeurs humanistes que vous partagez en famille. Bah oui, mes enfants sont des enfants très doux, très sages, très respectueux, très cocoon familial aussi. C'est vrai qu'en général, je n'ai pas beaucoup partagé ma vie intime, en fait. Je n'ai jamais... Alors, comment... Les gens ont découvert même mes enfants sur le tard. Pendant longtemps, on a pensé que je n'ai jamais été mariée, que je n'avais pas d'enfants. Vous avez été mariée, et vous avez de grands enfants, vous êtes grand-mère, vous l'avez dit. Voilà, Calix, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Les projets sur le Cameroun, vous parliez d'encadrer les jeunes. Vous avez un projet qui vous tient à cœur? Oui, pour l'instant, je vais faire une maison, d'ailleurs avec l'accord du ministre de la Culture, une résidence des écrivains, c'est-à-dire un lieu où les écrivains se retirent pour pouvoir écrire leurs livres. Il n'y en a pas au Cameroun. Dans tous les pays du monde, il y a des résidences d'écriture, et parce que les écrivains ont besoin de calme, de paix. Or, souvent, ils sont dans des familles, c'est brouillant, ils ne peuvent pas travailler comme il faudrait. Donc, cette résidence leur permettra de mieux créer, et je ne serai jamais loin pour les aider à mieux créer. À quand le prochain roman de Calix Biala? Ah non, ça par contre, il y en a plein dans l'ordinateur. Et mon éditeur m'a demandé de donner une photo puisque je ne veux pas... Parce que c'est très lourd pour moi. Hein. C'est quand je sors un bouquin, c'est une promotion gigantesque à travers le monde. C'est des voyages tous les jours. Je change de ville, je change de pays, j'ai des conférences partout dans les universités, dans les écoles, même dans les fermes. Donc, du coup, je pense qu'au bout de plus de 30 ans, de mise en valeur ou de sunlight, j'ai peut-être besoin d'un peu de recul. Comme beaucoup d'artistes, quand ils arrivent à ce moment-là, ils arrêtent un tout petit peu et ils reprennent après. Voilà, et puis ce qu'on retient, c'est que sur l'affaire Paul Chouta, vous avez retiré votre plainte. Et pourquoi vous me reparlez tout le temps? Non, parce que c'est aussi la question que tout le monde... Enfin, je veux dire que tout le monde, c'est maintenant. Certaines personnes. Voilà, certaines personnes sur les réseaux sociaux. Ben oui, mais j'ai déjà répondu, donc je ne vais pas revenir sur ça. Je ne pense pas sur ce plateau pour parler de ça, parce que sinon je ne serais pas venu. Tout à fait. Bon, je suis venu pour parler de la littérature, de ma passion de la littérature, de ma passion de transmettre ce que je sais faire aux jeunes, comment les aider s'ils veulent faire de l'art, de ma passion de cette transmission de l'art, de la beauté du monde, de la paix au Cameroun aussi. Ouais, c'est très ouvert, les jeunes peuvent se rapprocher de vous. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une connerie, qui est en prison, qu'on va se focaliser là-dessus, parce que bon, c'est une vie, j'espère qu'il va sortir bientôt, mais ça ne saurait être le centre de mes préoccupations. Alors, vous avez flirté aussi avec la télévision, vous avez écrit et réalisé votre premier film documentaire sur Manu Dibango, qui a d'ailleurs été diffusé sur les antennes de la CRTV en hommage à Manu. Ça a été une belle expérience aux côtés de Manu Dibango? Très belle, parce qu'on a passé plusieurs mois ensemble. D'ailleurs, il n'y croyait pas, parce que comme il avait beaucoup de problèmes en France avec ce qui s'était passé au Cameroun, on ne voulait pas faire de documentaire sur lui en France. Alors, j'ai dû peser de tout mon poids. Et quand je suis venu le voir et je lui ai dit, bon, ben Manu, on va faire un documentaire sur toi, il m'a dit, mais je n'y crois pas. J'ai dit, ben, tu vas voir, dans 2 mois, on commence, tiens-toi prêt. Merci infiniment, Calix Biala, d'être venu sur le plateau de Cameroun Film. On vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup. On n'a pas la prétention d'avoir tout dit, mais vraiment, on a été heureux de vous avoir sur le plateau. Et je pense que les téléspectateurs ont retenu l'essentiel. On se dit à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Voilà. On va se quitter justement avec Manu Dibango sur scène, une autre version de cette chanson-là que tout le monde connaît, Sol Makossa. Merci et à mercredi.